Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette présentation, ce résumé de l'histoire des philosophies et des idéologies. Alors sans plus tarder, on va débuter philosophie et idéologie. Petite présentation. Voilà. La philosophie et les idéologies. Qu'est-ce que c'est? La philosophie, c'est quoi? Philosophie, Sophie, sagesse, philo, aimer. La philosophie, c'est aimer la sagesse. Eh bien, si on fouille dans les définitions, on nous apprend que c'est l'ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même, sur les choses, et l'examen des réponses qu'on trouve. La deuxième définition, c'est le système d'idées qui cherche à établir les fondements de la science. La troisième, ce sont le cours de philosophie, la matière. La quatrième, c'est l'ensemble des conceptions ou attitudes d'une certaine philosophie, le matérialisme, etc. La cinquième, c'est l'ensemble des conceptions philosophiques, donc l'ensemble. Et nous, c'est pas mal le résumé de la première et de la cinquième qu'on fait. 6, la conception générale ou vision du monde. Quelle est la philosophie? Quelle est sa philosophie? On voit un type passer, monsieur. Quelle est votre philosophie de la vie? Et la septième, c'est l'élévation de l'esprit, c'est le détachement. La philosophie du grec ancien qui signifie l'attirance, l'amour de la sagesse. Alors, les écoles philosophiques et idéologiques en ordre chronologique. Je commence rapidement par l'époque antique et nous allons faire surtout l'Occident, mais je présente quand même tout de même un peu qu'est-ce qui s'est passé en Orient. Donc, en Antiquité, de 3500 avant Jésus-Christ à 476, et bien en Asie, c'est beaucoup le confucianisme. C'est lui qui mène. C'est une vision simple mais complexe à la fois. Le yin et le yang, dans le symbole du taiji, n'est-ce pas? Ainsi que les idéogrammes qui tentent d'expliquer la complexité de la vie. Confucius, immense penseur qui va influencer l'Asie et encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. En Occident, on a l'Antiquité grecque et le réalisme. Le réalisme, les philosophes grecs anciens du 5e siècle avant Jésus-Christ vont tenter de comprendre le monde avec une observation simple et c'est de définir de quelle matière est fait le monde. Ils ont pensé qu'il y avait 4 éléments de base, la terre, le feu, l'eau, l'air, etc. Donc, vous avez l'ensemble ici dans la célèbre peinture de Raphaël qu'on trouve au Vatican, ce qu'on appelle l'école d'Athènes. Et vous avez Socrate, Platon, Aristote, oui, c'est ça, qui sont là, ainsi que tous les autres grands penseurs. Je ne vous les nommerai pas au complet, mais vous avez là-dedans Voltaire qui est en quelque part, et ainsi de suite. Ensuite, Socrate, le fondateur de la pensée et de la philosophie, Socrate, immense penseur grec. C'est lui qui va expliquer aux gens comment réfléchir en se posant des questions et en posant des questions à autrui et va arriver à coucher de nouvelles idées à travers ce qu'on appelle la maïeutique. Voilà, Socrate, immense penseur. Il va influencer son élève qui est Platon, n'est-ce pas? Platon, immense penseur, encore une fois, grec, sur lequel toute la philosophie de l'Occident repose aussi. Et Platon, lui, va développer la démocratie, il va conceptualiser le monde à travers ses discours. Et donc, la République en est un des meilleurs exemples, ainsi que l'allégorie de la caverne, n'est-ce pas, dont plusieurs ont entendu parler, n'est-ce pas, ne pas croire simplement à ce qu'on voit, les formes, mais plutôt aller vers l'extérieur, faire l'effort de mettre sa pensée en doute, faire l'effort de réfléchir sur le fondement des choses pour arriver à la vérité la plus pure, la plus vraie. Voilà, l'allégorie de la caverne. Voilà. Et on va développer aussi la pensée logique. Ça sera une des grandes choses qu'il va accomplir. Donc,
si une chose est vraie et que l'autre est vraie, probablement la prémisse principale et la prémisse secondaire, on arrivera à une conclusion logique. Il va conceptualiser la logique et il va former ça à tel point qu'encore aujourd'hui, c'est utilisé en mathématiques, dans les algorithmes. Bref, c'est la pensée logique qui va au-delà de la capacité des mots à nommer et arriver à des vérités. Donc là, il y a réalisme, la naissance de la pensée logique et formelle. C'est pas mal ce que Socrate, Platon et Aristote, oui. Voilà. Dans la Rome antique, pendant ce temps, on va développer la cité, on va développer sa gestion, on va l'organiser. Donc tout ce qui est au niveau légal, la gestion de l'urbanisme. Donc les grands penseurs sont Sénèque, Cicéron, Lucrèce, Marc Aurèle, Hypatie d'Alexandrie. Chez les femmes, hein, ça vaut la peine d'être vu. Donc grands penseurs de la Rome antique. Viendra ensuite la période du Moyen Âge. Pour nous, en Occident, on considère que c'était un recul. La beauté de l'Antiquité va baisser, va s'effondrer, les barbares vont prendre le contrôle, on va se retrouver avec un empire qui recule. Les riches vont se sauver, les savants vont se sauver, les moines, et ils vont amener leur savoir dans les monastères, et les villes vont être un peu laissées à elles-mêmes. Et donc, il va y avoir un recul des connaissances de l'Antiquité. Grecque et romaine. Les femmes qui sont restées derrière dans les villes, n'est-ce pas, devront accoucher des enfants, devront s'occuper des malades. Les riches ont amené avec eux les médecins. Alors, les sages-femmes vont prendre beaucoup d'importance à cette époque-là. Peut-être était-ce à cette époque qu'on a voulu les associer aux sorcières. Qui sait? Il faut quand même retenir qu'au Moyen Âge, on va développer l'ordre alphabétique, ça va s'établir là. Donc avant, je ne sais pas trop comment on faisait pour trouver les choses, mais c'est une des grandes réussites. Également, les États-nations vont se stabiliser au Moyen Âge. Durant la même période, eh bien, c'est l'expansion du monde arabe, la période de l'arabisme, la croissance de la pensée de l'islam qui va faire s'élever la science et faire rayonner toute la science du monde arabe. Les Européens, à travers le christianisme, vont réagir et vont tenter de repousser ces envahisseurs. C'est l'époque des croisades et ça va amener tout cet échange d'informations et à travers la croissance du monde arabe, ben, les sciences vont progresser, les mathématiques, hein, ne serait-ce qu'avec le zéro, l'astronomie, n'est-ce pas? Va progresser, autant en Occident que dans le monde du Moyen-Orient. Donc, Rhazès, par exemple, peut être nommé comme un des grands penseurs. Finalement, ça va se stabiliser, fin de cette période trouble. On sort du Moyen-Âge tranquillement et on arrive à la période de la Renaissance. Et là, l'humanisme va prendre son envol et donc, ça va se répandre en Europe. Pensée nouvelle, à partir de l'étude des textes, on va redécouvrir la science ancienne de l'Antiquité grecque et romaine et ça va placer l'homme au centre du monde, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il peut faire pour que le monde soit meilleur? Donc, c'est l'humanisme qui affirme que l'homme donc, est digne de ce nom et voilà. Donc, toute cette idée de la dignité humaine va prendre son envol. Érasme, ce grand penseur religieux et moine, si je ne me trompe pas, va être un des grands acteurs, donc Érasme. Donc, période de la Renaissance, on retrouve ces grands penseurs-là. Da Vinci va prendre son envol avec les riches de l'Italie, n'est-ce pas? Ça sera suivi en Angleterre de la période de l'empirisme, énormément en Angleterre, l'empirisme, là où on va avec la découverte de nouvelles technologies, n'est-ce pas, la caravelle, j'ai oublié. Donc, on va mesurer et quantifier avec précision ce qui nous entoure, la nature, l'environnement, et ça va nous permettre d'arriver tranquillement au rationalisme. Le rationalisme, c'est la naissance de la méthode scientifique. C'est comme le réalisme antique des Grecs, mais appliqué avec les outils scientifiques. Et donc, Newton va évidemment faire son hypothèse de la théorie de la gravité. Hein? Donc, expérimentation, analyse des informations, conclusion. C'est la méthode scientifique qui sera illustrée par Descartes, entre autres. Voilà.
C'est le siècle des Lumières aussi qui s'amène vers 1700 quelques jusqu'à 1800 quelques. Le siècle des Lumières, illustré ici par la peinture du Salon de Mme Geoffrin, 1755. Et là, vous avez tous les penseurs de la Renaissance qui sont en train de s'échanger des idées, n'est-ce pas? Du choc des idées naîtra la lumière. C'est ça. Et donc, on remet en cause, en doute, les explications issues des religions et de leurs dogmes, et on se sert des outils scientifiques pour aller vers les réponses aux questions qui nous chicotent. Hein. Donc, c'est le siècle des Lumières. Du choc des idées jaillit la lumière. C'est Boileau qui l'avait dit. Voilà. Alors, on va tenter de comprendre le monde avec la science et beaucoup moins la religion. C'est ça, les grandes idées du siècle des Lumières, esprit scientifique, esprit libre. Bref, et ça va nous amener tranquillement, évidemment, en opposition avec le pouvoir des monarques, et ça va nous amener toutes sortes de grands bouleversements. Donc, voilà. Voici l'encyclopédie, le dictionnaire raisonné des sciences. C'est Diderot qui a eu l'idée, tiens, lançons une encyclopédie. Si le savoir humain on pouvait le mettre dans un document, eh bien, c'est l'encyclopédie de Diderot, 1772. Voilà. Alors, en prévision des révolutions, les anglo-saxons vont imaginer le monde nouveau en réaction à tout ça, et ça sera le transcendantalisme, n'est-ce pas? On tente de situer Dieu, l'homme et la nature dans une façon de voir organisée, le transcendantalisme à l'anglaise, et sa version plus américaine, je dirais, le naturalisme, hein, où est la place de l'homme libre surtout, hein, aux États-Unis, alors à travers la nature et le monde qui l'entoure. Ça sera donc l'arrivée de l'époque moderne, ça sera les révolutions françaises, anglaises, russes, italiennes, etc. Et tranquillement, la bourgeoisie va s'enrichir et ça sera l'industrialisation qui va arriver. Et là, elle va amener le capitalisme, hein, le propriétaire des moyens de production d'usine, n'est-ce pas, qui va s'amasser du capital. Et là, va pouvoir s'enrichir énormément face aux anciens monarques. Il va les remettre en doute, il va pouvoir financer leurs guerres ou ne pas les financer. Donc, c'est ça. On va développer l'utilitarisme. On va se dire, bon, ben, c'est Bentham beaucoup. Est-ce qu'on peut, dans ce nouveau monde industriel, trouver un équilibre, n'est-ce pas, entre le bonheur et le malheur, éviter la souffrance, maximiser le bonheur, tout en travaillant 9 à 5 ou peut-être de 6 à 20 heures, du lundi au vendredi, samedi, parfois le dimanche, hommes, femmes et enfants. Hein? Alors, les usines sont productives et on doit dire polluantes avec le charbon. Ce sont les usines de la première révolution industrielle. Dans les années 20, on aura l'urbanisation et un point de bascule où, alentour des années 20, il y a plus de gens qui habitent dans les villes que dans les campagnes pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Et tout ça va faire en sorte que les travailleurs réunis vont s'unir, n'est-ce pas? Ils vont s'unir pour combattre le propriétaire de l'usine, pour exiger des meilleures conditions de travail, évidemment, n'est-ce pas? Socialisme, l'union fait la force, solidarité. Voilà. Alors, c'est le communisme. Le communisme, on va pousser ça plus loin, on va dire, le gouvernement devrait bien partager les moyens de production, n'est-ce pas? Donc, réponse au capitalisme, voilà. Et donc, le socialisme et le marxisme pensé par Marx, Hegel et autres. Voilà. À travers tout ça, il y aura les nationalistes, les gens qui se réclament de leur pays, vont s'identifier à ça. Voici mon mode de vie. Il y en a qui vont en abuser. Il y aura les totalitarismes, n'est-ce pas? Donc, le pouvoir entre les mains d'un seul ou quelques individus est imposé. Donc, voilà. Arrivera la seconde phase d'industrialisation et l'électrification, n'est-ce pas? Et là, les gens vont profiter d'un nouveau type de confort, ils auront plus d'argent. Et là, le libéralisme et l'individualisme vont prendre son essor, notamment aux États-Unis, qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sera le pays phare, n'est-ce pas, de cette pensée prônant le rêve américain, le American Way of Life. Voilà, libéralisme. En réaction à toutes ces idées industrielles et cette provocation, ce capitalisme et cette vie dure, il y aura les romantiques. Le romantisme, n'est-ce pas, ils vont dire, mais il n'y a pas seulement que la raison, il y a la passion. On ne peut pas vivre seulement pour travailler, il faut en profiter.
Donc, c'est le mouvement romantique, Goethe, Chateaubriand, bref. L'époque contemporaine arrive, on passe le 19e siècle et on rentre dans le 20e siècle. Et là, il y aura les gens qui se disent, avec tellement d'informations, avec toutes ces données, à quoi sert le monde, à quoi ça sert de vivre, et on va remettre en question l'existence même de Dieu. Ce sera le nihilisme. Les Français auront l'existentialisme avec Sartre, n'est-ce pas? L'être... voilà, l'existentialisme. Voilà. Et le féminisme, parallèlement à ça, qui va prendre énormément son envol à travers les guerres mondiales où les femmes seront appelées à travailler dans les usines. On voit ici Rosie de Riveter, Rosie la riveteuse qui construisait les chars, les avions dans les usines. Et donc, en même temps, elle gagnait un salaire, en même temps, elle avait le monopole des décisions dans la cellule familiale. Et donc, ça va faire un fort avancement des conditions des femmes, et ils vont évidemment y prendre goût, et prendre goût au pouvoir que ça amène, et à la suite de la Première Guerre mondiale, où ils ont perdu le pouvoir après, ils vont le réquisitionner, et là, on demandera le vote des femmes, qu'on obtiendra ici au Canada, avant et au Québec ensuite. À travers tout ça, il y a l'athéisme et l'agnosticisme. Alors, ce sont les gens qui n'y croient plus, qui ne croient plus que Dieu existe. Les athées disent « Ah, Dieu n'existe pas ». Eux, ils affirment « Dieu n'existe pas », c'est l'athéisme. De leur côté, les agnostiques, eux, ils disent « Mais peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas, on ne sait pas, on n'a pas la façon de le découvrir, de le savoir, et même si on le découvrait, l'être humain n'est pas apte à le comprendre. » Alors, l'agnosticisme, c'est ça. Au Canada, on a le multiculturalisme, donc accepter, tolérer, intégrer les immigrants et les différentes façons de penser et faire en sorte que ce soit ce melting pot à l'américaine. Hein? Donc le pluralisme, voilà, diversité des valeurs et des opinions dans un environnement social et politique le même. Alors tous ces gens ensemble, contrairement aux périodes par exemple de l'Antiquité où il n'y avait qu'une seule religion en une région et voilà, c'était le royaume. Hein? Plus près de nous, on a l'environnementalisme, l'écologisme qui va monter énormément. Ça avait eu certains départs avec le transcendantalisme, le naturalisme, mais maintenant, l'environnementalisme, depuis les années 60, 70, ça a pris un fort mouvement et ça accélère, tournant des années 2000, réaction à la globalisation et maintenant, aujourd'hui, réchauffement climatique, l'environnementalisme. Aux États-Unis et un peu en Europe, vous avez les ultralibéralistes, voici illustré ici par M. Trump. Et pour vous situer, eh bien, sur le continuum de la gauche et la droite, vous avez à l'extrême gauche le communisme et à l'extrême droite le fascisme. Et entre les deux, ben, vous avez en quelque part le Parti démocrate, le Parti républicain, les conservateurs, les gens de la droite, les libéralistes et les... j'ai oublié le terme. Voilà. Au Canada, voilà, peut-être le Parti libéral du Canada, le parti néo-démocrate, etc. Au Québec, le Parti québécois, bon, tout ça. Vous avez le socialisme ici. C'est une illustration du continuum gauche-droite qui, en quelque part, hein, peut-être ferait un cercle. Hein. Ces gens-là et ces gens-là finissent par avoir des idées assez extrêmes des deux côtés. Voilà. Ensuite de ça, voilà, gauche-droite, oui, le fascisme que je n'avais pas inscrit, et l'anarchisme à l'extrême gauche, peut-être. Voilà. C'est pourquoi je l'avais rajouté. En Europe, on doit dire que récemment, dans les années 2010, dont la dernière décennie, il y a une forte montée de la droite. Alors, ça ressemble à ça, et on le voit avec le FN en France, les différents fronts populaires de l'Europe du Nord, voilà, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. En Bulgarie, voilà. L'extrême gauche également, qui a aussi ses façons de faire. Voilà, alors les Social Justice Warriors, donc la pensée d'extrême gauche, et les radicalismes des deux extrêmes qui finissent par porter à peu près les mêmes vêtements noirs. Hein. Bon, voilà. Et vous,
Que choisissez-vous d'être? Quelle est votre philosophie, votre idéologie? Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour. Je n'ai peut-être pas nommé toutes les personnes, mais je vais le mettre en annexe dans la description de cette vidéo. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous le partager. C'était le petit résumé de l'évolution historique là, des philosophies et des idéologies. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée.